Alors bienvenue dans ce cours de langage C, 14e partie. Le principal élément, c'est la notion de structure de données. Mais nous allons voir aussi les directives préprocesseurs, la programmation modulaire, qui est quand même une partie importante, puisque tous les programmes sont découpés en fonctions, ça on l'a vu, mais ces fonctions sont rangées dans des fichiers. Ce que nous allons voir. Nous allons aussi reprendre la notion de chaîne de compilation et comprendre ce que c'est qu'un compilateur, ce que c'est qu'un linker, ce que c'est qu'un préprocesseur. Nous irons ensuite du côté des structures de données, comment les créer, comment les utiliser, et comment les passer en paramètres dans des fonctions, avec notamment la notion de pointeur sur les structures. Et nous finirons sur le projet son, puisque le projet son, sa dernière partie, utilise les structures de données. Un exemple assez parlant des directives préprocesseurs, c'est l'exemple avec DSDefine-Debug. On va retrouver dans le programme un affichage ou pas des valeurs en fonction de ce que l'on a défini, c'est-à-dire est-ce qu'on a défini debug ou est-ce qu'on l'a pas défini. Notre exemple, c'est l'utilisation d'un DSDefine avec choix petit qui permet de définir la taille par défaut. On pourrait se poser la question de à quoi sert tout ça. Il faut bien comprendre qu'un programme, une fois qu'il a été testé, compilé, validé, si on modifie n'importe quelle ligne de code, on doit le retester. Le fait de modifier les DSDefine ne vient pas modifier le code, et donc on n'est pas obligé de retester le programme pour le valider. Voilà, donc j'ai deux fonctions, randomArray et displayArray, qui sont deux fonctions, une qui initialise les valeurs du tableau de façon aléatoire, et la deuxième qui affiche les valeurs du tableau. On voit qu'on a ici un ifDef-debug, donc a priori debug est bien défini, donc je vais avoir l'initialisation du tableau et son affichage. C'est le cas. Si maintenant je mets en commentaire debug, on voit que la fonction displayArray est maintenant grisée. 5, rien ne s'affiche. L'intérêt de rajouter cette variable debug permet d'avoir un programme avec la possibilité, de temps en temps, quand on veut avoir un peu plus d'infos, de rajouter un DSDefine-Debug pour rajouter de l'information sur la console, mettre le debug du programme. Alors voyons le deuxième exemple. Donc dans cet exemple, on a choix qui permet de choisir la taille du tableau, soit 10, soit 20, soit 3. Alors, si choix est égal à 1, dans ce cas-là, la taille est égale à 10. Si elle est égale à 2, taille qui est égale à 20. Si on enlève définition de choix, donc c'est ni 1 ni 2, donc ça veut dire que la taille sera égale à 3. Voilà, donc par exemple, si je lance le programme, j'ai bien 10 éléments, si j'enlève ça, je n'ai plus que 3. L'intérêt étant, je le rappelle, de ne pas toucher ici le programme, parce que si on touche le programme, ça peut générer des bugs. Donc ce programme a été testé, et ensuite on choisit la taille en fonction des directives de compilation. On va passer maintenant à la programmation modulaire. Prenons le cas d'un logiciel de comptabilité. Dans ce logiciel de comptabilité, il va falloir effectuer un certain nombre de calculs sur les données, il va falloir s'occuper de la saisie de ces données, il va falloir sauvegarder ces données, il va falloir les afficher de différentes façons, il va falloir les imprimer et potentiellement les exporter vers d'autres fichiers permettant la compatibilité d'autres outils de l'entreprise. Alors on comprend bien que si on a un seul fichier, on va se retrouver avec complexité. Ça va être très compliqué à venir maintenir, à modifier le code. La programmation modulaire, que l'on retrouve dans tous les logiciels, va découper les fonctions et les placer dans des fichiers. Donc, toutes les fonctions associées au calcul seront placées par exemple dans calcul.c. Toutes les fonctions gérant la saisie des données seront dans saisie.c, pour la sauvegarde dans sauvegarde.c, etc., etc. Voilà le principe de la programmation modulaire. C'est de cette façon-là que tous les programmes sont créés. Alors ça va permettre la maintenance du code. Supposons qu'on veuille modifier un calcul, il suffira d'aller dans calcul.c. Ça permet aussi la réutilisation. Potentiellement, on pourrait réutiliser saisie.c, par exemple, dans un autre programme. Ça permet la programmation avec plusieurs développeurs. Un développeur va s'occuper de calcul.c, un deuxième développeur de saisie.c. Bref, la programmation modulaire n'a que des avantages, c'est pour ça qu'elle est utilisée partout. Alors avant de passer à l'expérimentation, juste un exemple avec array.c, main.c et array.h. Alors le programme principal dans main.h est là pour saisir la taille du tableau, initialiser ce tableau avec des variables comprises entre 10 et 20 de façon aléatoire, et afficher le tableau. Le DSDefine-Debug qui permet soit de l'afficher, soit de ne pas afficher le tableau. Alors le but, c'est que tout ce qui est associé à la création, à la gestion des tableaux, on va le sortir du main.c, on va le mettre dans array.c. On prendra l'habitude pour retrouver rapidement les fonctions, pour savoir où elles sont. Je vois que randomArray, displayArray, il y a array à la fin, donc c'est dans le fichier array.c. Dans ce fichier array.c, on va retrouver le code des fonctions. Et on aura un array.h dans lequel on aura le prototype ou la déclaration des fonctions. On peut voir que ce array.h
il est dans le main.c, puisque on a besoin d'avoir la déclaration de ces fonctions dans main.c pour pouvoir compiler. Voilà, donc on va partir de notre programme principal. Donc dans le programme principal, j'ai deux fonctions qui s'appellent randomArray et displayArray. Et j'ai ma fonction main qui vient créer un tableau, vient appeler randomArray et displayArray sous forme conditionnelle avec DSDefine-debug ou pas le DSDefine-debug. Alors la programmation modulaire va consister à venir reprendre cette partie-là et à créer un fichier C. Donc array C. Là, alors le DSDefine-debug enlève. Donc ça c'est ma partie array. Je laisse, je sauve. Et ici, si j'enlève ça, alors c'est pas suffisant. On voit ici que array a été rajouté, donc il va être compilé en même temps que console application.c. On sait que les fonctions randomArray et displayArray doivent être définies au préalable. Alors ces définitions, c'est assez simple. Il va falloir créer un fichier d'entête. Pragma once, on va le garder. On expliquera après ce que c'est. Là, je vais prendre le prototype de chaque fonction. Attention au point virgule. Et je vais l'enregistrer sous array.h, puisqu'il y a array.c, soit les mêmes noms. Voilà, donc si je viens ici dans l'explorateur de solutions, je viens ici, j'ai bien array.c, array.h et mon fichier console application. CTRL S pour sauver, CTRL S, et je viens ici inclure array.h. Alors, le fait de ne pas avoir les accolades, ça veut dire qu'on vient chercher le fichier dans le répertoire courant. Si on lance, ça marche. J'ai bien un fichier array.c, un console application qui vient appeler les fonctions de array. Et on peut voir qu'ici, je n'ai plus le code dans console application, le code est dans array et les déclarations dans array.h. Alors passons à la chaîne de compilation, c'est le processus qui permet de compiler et de générer l'exécutable. Il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est le préprocesseur. L'exemple proposé utilise VRGCC, le compilateur pour Arduino, mais le principe reste le même pour toutes les chaînes de compilation de langage C. C'est le préprocesseur. Alors le préprocesseur va enlever toutes les directives, les diez-include, les diez-define. Alors le main.i, c'est un fichier intermédiaire, mais qui normalement n'est pas visible. Donc dans cette étape, tous les fichiers .h sont placés dans le fichier moine.i, qui est un gros fichier, comme on verra. Ensuite vient la première phase du compilateur. Donc cette phase va générer un code assembleur, donc qui est le langage de la machine. Et de la même façon, le main.o, qui est le code machine. Le compilateur va compiler tous les fichiers .c du projet. Donc dans notre cas ici, c'est main.c et atmetstart.c. À la sortie du compilateur, main.c est devenu main.o, atmetstart.c est devenu atmetstart.o. Il va falloir le linker pour générer l'exécutable, puisque cet exécutable va intégrer toutes les adresses des différentes fonctions se trouvant dans les fichiers objets. L'appel à la fonction atmetstartinit, qui est définie dans atmetstart.c. À la sortie du compilateur, son adresse n'est pas connue, et c'est le linker qui va associer toutes les adresses des fonctions pour générer l'exécutable. Afin de mieux comprendre les concepts de chaîne de compilation, nous allons utiliser Visual Studio et générer les différents fichiers intermédiaires. Petite précision, on est en mode release, on peut aussi être en mode debug. Alors, c'est la différence entre release et debug. Release permet de générer un programme de taille minimale. Dans le dossier release, debug va générer dans le répertoire debug un programme un peu plus important permettant d'intégrer des symboles spécifiques au debug. Je suis en mode release pour l'instant. Cette précision est importante parce que quand on va choisir les options de compilation pour générer les fichiers, on va vérifier qu'on est dans la bonne configuration. Je suis bien dans la configuration release. On pourrait faire pour toutes les configurations, c'est-à-dire release et debug. Je vais rester en release. Je suis dans la partie C avec modification des options du préprocesseur. Et là, je vais lui dire oui, je veux générer un fichier .i à la sortie de la compilation. OK. Alors, je vais faire générer la solution. Alors, on voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire que dans le répertoire x64 release, on a un problème avec le fichier objet. Alors ce fichier objet ne peut pas être généré si le fichier intermédiaire .i est généré. Il faudra ensuite remettre comme c'était, c'est-à-dire sans génération de fichiers issus du préprocesseur. Alors le fichier généré, on peut l'ouvrir. Il est dans x64 release. Voilà, il est là. Et on va aussi ouvrir le fichier
toujours dans Release, le fichier console application.i. Commençons par le fichier console application.i. Je vais le placer à droite pour pouvoir le comparer à console application 1.c. On retrouve des pragma onds. Ces pragma onds sont dans les différents fichiers. Alors ici, on est dans le fichier stdio.h et on voit que le fichier stdio.h a disparu du dièse include et on retrouve l'intégralité du fichier. Alors on a beaucoup d'espace, hein, donc ça c'est la génération de ce fichier n'est pas très optimisée. On retrouve le code des différents fichiers .h, un fichier assez haut, et ce qui nous intéresse c'est la fin du fichier. Ici j'avais typetab, c'est devenu 10, c'était remplacé. J'avais un display array à condition que debug soit défini, c'est pas le cas. Donc display array a disparu. Donc on retrouve un fichier prêt pour le compilateur. Les directives préprocesseurs ont disparu. Si on prend array.i, on retrouve les différents fichiers .h. Donc c'est pareil, c'est un gros fichier. Et à la fin, on retrouve les fonctions qui seront compilées pour générer le array.out. Je ferme ça. Je vais revenir dans propriétés, enlever le pré-traitement pour générer les fichiers. Je reviens dans propriété et maintenant je vais passer dans fichier de sortie. On va afficher le code assembleur, le code machine et le source associé. Alors, appliquer, petite précision, c'est que on a la possibilité d'avoir différents types d'optimisation du code de machine, soit sur la taille, soit sur la vitesse. C'est une étape intermédiaire hein, dont je n'ai pas parlé. Le compilateur fait une première passe, génère un fichier non optimisé, et ensuite deuxième passe pour optimiser, pour avoir un code minimal. Régénérer la solution, revenir dans ouvrir le dossier, toujours dans le mode READE, ça dépend des compilateurs, ça pourrait être un .s et un .o, c'est Visual Studio crée un .code, et on va ouvrir aussi le console application.code. Alors on va se placer dans le main, alors les adresses ne sont pas effectives, on commence à 0, ça c'est toujours notre code machine, et ça c'est le code assembleur associé. On peut voir que le printf, ça c'est le code call, de l'appel de la fonction, et par contre on ne connaît pas l'adresse de la fonction puisque printf est défini dans un autre fichier, et donc pour l'instant le compilateur ne connaît que le code associé à console application. C'est le cas aussi du scanf, et c'est le cas de call de random array qui est lui aussi égal à 000. Tous ces fichiers objets vont être linkés pour générer l'exécutable. Alors pour visualiser l'exécutable, une seule solution, c'est de mettre un point d'arrêt, lancer le débugger, dans débugger, fenêtre, fichier de code machine. Donc on retrouve le E8 qui correspond au call, et donc l'adresse de la fonction printf. Pour le scanf, c'est pareil, et là pour la fonction random array, c'est la même chose. Alors avant de passer aux structures de données, prenons un exemple intégrant des vecteurs, OP1, OP2 et OP3. Et le but, c'est de calculer la somme de OP1 et OP2 pour retrouver le vecteur OP3. Alors comme on part de point d'origine, on va additionner P1 et P2 et on obtiendra donc P3. Dans un premier temps, on va créer donc deux variables par point, P1x, P1y pour le point 1, P2x, P2y pour le point 2 et P3x, P3y pour le point 3. Il va falloir ensuite appeler la fonction qui ajoute P1 à P2 pour calculer le résultat, qui sera P3, et ensuite afficher les valeurs calculées, donc P3x et P3y. Alors on voit bien dans notre programme qui est très simple qu'on a 6 variables pour 3 points. Ce serait encore pire si on était en 3 dimensions, puisque dans ce cas-là, on aurait 3 variables pour chacun des points, donc on aurait 9 variables en tout. Donc il nous manque un outil qui nous permettrait de regrouper le point P1, donc P1x et P1y qui serait une seule variable, P2x, P2y qui serait une autre variable, et P3x, P3y qui serait une troisième variable. Ça permettrait d'éviter de passer 6 paramètres à la fonction ajoute et d'en passer seulement 2 ou 3, et pour affiche de n'a passer que le point à afficher. C'est l'objet des structures de données, elles sont définies par le mot-clé struct, donc dans notre cas le struct point permet de définir deux variables x et y. Comment définir un point? Dans ce cas-là, ce sera struct.p1. L'initialisation se fait comme si on initialisait un tableau, donc ici c'est 2,1. On peut aussi utiliser le mot-clé typedef, et dans ce cas-là, le mot-clé struct disparaît dans la définition des variables. En tout cas, ce sera .p2, à place de struct point pour la première définition. Alors, le typedef permet de redéfinir un type. Alors c'est ce qui est utilisé dans stdint.h pour redéfinir les différents types U28T, 16, 32 et 64T. Alors j'ai repris le programme sans structure de données et on va comprendre l'intérêt de ces structures de données par rapport au programme initial. Alors je vais commencer donc avec un type def, struct,
les accolades, et donc double ces deux points, X et Y. Et P3, qui n'est pas initialisé. Alors je vais appeler la fonction ajoute. Alors ajoute, elle va ajouter P1 à P2, et va renvoyer, puisque là, cette fois-ci, c'est une seule variable. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser les pointeurs. Et je vais afficher P3. Alors je vais changer ajoute. Ajoute va renvoyer un point, et va passer en paramètre un point appelé P1, et le deuxième point, P2. Je définis une variable P. On dit que pour accéder aux variables, c'est le point. Donc j'ai pas besoin de pointeur, hein, donc on revient sur Px, Py. Et là, ce ne sont pas des underscores, c'est bien X la variable et Y la variable de P1, et pareil pour P2. On n'oublie pas de faire un return de P. Pour l'affichage, je n'ai plus à passer deux paramètres, mais un seul, et de passer P.X et P.Y. Voilà, donc on a bien l'initialisation des variables, l'appel de ajoute, on voit que le code est beaucoup plus simple à lire. J'ajoute P1 à P2 et j'obtiens P3 et j'affiche P3. On peut tester, voilà, on voit qu'on a bien la somme en X et la somme en Y de P1, P2, donc le vecteur au P3 est bien égal à 3, 3. J'ai rajouté deux premières fonctions affiche et ajoute. Donc j'ai ajouté longueur qui permet de calculer la distance entre le point P1 et P2, qui utilise la racine carrée, la différence au carré en X et en Y hein, des deux points. Et surtout j'ai rajouté la fonction déplace, et déplace utilise les pointeurs. Alors pourquoi on utilise les pointeurs? Parce que déplace, il va falloir passer un argument P2 et donc modifier P2 en X et en Y. Donc on est obligé de lui passer l'adresse de P2, donc ça veut dire qu'on aura un pointeur sur la fonction. Et deux façons de modifier les variables en X et en Y, soit directement étoile P qui correspond à la valeur pointée par, ensuite on pourrait utiliser .x, .y, et en fait on peut aussi directement utiliser le moins supérieur qui correspond qui fait comme une flèche qui arrive au même résultat. Voilà, on retrouve P3 qui ajoute P1, P2, P2 étant égal à 0, ben, on l'a rajouté 1 et 2, donc on va retrouver le même principe, c'est-à-dire que si je lance, ça c'est P1, ça c'est P2, donc 1,2. Le résultat c'est bien 3,3, le point P3, et la longueur de 1,41. Alors avant de passer au fichier son et de travailler sur les structures, passons aux énumérations. Alors les énumérations permettent de définir des noms associés à des valeurs entières. Dans le cas où je crée une définition de enumState, dans lequel je mets ststart, stbplo et stsirene, qui sont les trois états de ma machine à état. Ça va me permettre de mettre des noms à la place de valeurs 0, 1 et 2. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt c'est de rendre plus lisible le code. Je sais que je suis dans l'état start, dans l'état bplo ou dans l'état sirène. Dans notre premier exemple classique, dans le cas où state est un entier et n'est pas défini comme enumState, on aura case 0, case 1, case 2. On sera potentiellement obligé de mettre des commentaires pour expliquer à quoi correspond l'état 0, l'état 1 et l'état 2. Alors un petit exemple pour illustrer les énumérations, je suis sur Python Tutor, j'ai créé une énumération binaire que j'ai appelée 0,1. Je crée une variable que j'appelle bit, que je mets à 0, et j'affiche la valeur. Alors en fait, j'affiche la valeur de bit, on voit qu'elle est égale à 0. Je peux associer 0 à la valeur 0, mais je pourrais dire allez, c'est 10, 1, c'est 20, même si ça n'a pas grand sens. On voit que bit affiche la valeur 10. On peut de la même façon, étant donné que bit est associé à un entier, bit égale à 0. Ça a fonctionné. Alors, et puis, dernière chose, je pourrais aussi, on a vu les types def, hein, donc je pourrais travailler sur les types def et dire que la première lettre en majuscule, pour me rappeler que c'est un type def, est binaire. Je peux directement l'utiliser comme ceci, puisque j'ai redéfini l'enum, et ça fonctionne de la même façon. Alors revenons sur les structures et prenons un exemple associé à un chronomètre. Donc ce chronomètre va s'incrémenter toutes
les secondes, minutes et heures. C'est une structure de données qui est constituée donc de 3 variables de type Unsen-Char. On ne pourra pas avoir plus de 60 secondes, plus de 60 minutes, plus de 24 heures. On va utiliser une fonction affiche-heure qui est une fonction en boucle infinie. Dans cette fonction, on va incrémenter les secondes, puis les minutes, puis les heures. Petite subtilité, on utilise anti-slasher qui permet d'afficher toujours au même endroit le temps, qui nous permettra d'afficher les heures, les minutes et les secondes. La fonction sleep est une fonction définie dans Windows.h. Voilà, donc j'ai pris le programme, je l'ai placé sur Visual Studio. Alors j'ai rajouté une petite ligne j'avais oublié, qui est la gestion des heures. Donc si je suis supérieur à 59 secondes, j'incrémente les minutes. Si je suis supérieur à 59 minutes, j'incrémente les heures. Si je suis supérieur à 23 heures, il faut que je remette heure à 0. On peut le tester. J'ai initialisé l'heure à 23h56 et 20 secondes. Je suis à une attente de 10 millisecondes seulement, donc on voit que les secondes vont aller 100 fois plus vite. Voilà, on voit le temps qui s'incrémente. Et voilà, au-dessus de 23 heures, on repasse à 0. Alors on va faire une petite modification, on va prendre cette partie-là, on va utiliser une fonction. Cette fonction, on va l'appeler void increment. Alors on va lui passer une variable de type struct durée, et là je vais mettre temps. Alors je suis obligé de passer par les pointeurs, évidemment, puisque je vais modifier le temps. Cette fonction increment, en fait, elle vient prendre cette partie-là, sauf que le temps, alors, je vais mettre plutôt chrono, ça sera plus rapide. Sauf que chrono est un pointeur, et donc je vais remplacer les points par les flèches. Alors j'aurais pu faire autrement, avec un CTRL-H, et remplacer le point par la flèche, et on peut tout remplacer normalement. Alors non, donc je vais le remplacer un par un. Ça oui, ça oui, ça oui. Voilà, et c'est tout. Voilà, donc increment vient utiliser une variable de type pointeur. Cette variable de type pointeur est incrémentée. Attention, c'est des flèches et non pas le point, puisqu'on est sur des pointeurs. Et ici, on va faire appel à increment. Et on va passer l'adresse de chrono. Alors, ça marche. Voilà. C'est fonctionnel. Donc, pour résumer, la structure durée me permet de passer un seul paramètre à la fonction incrémente. Cette fonction incrémente, étant donné que je modifie les variables de la structure, je suis obligé de lui passer un pointeur. Si je passe un pointeur, je suis obligé de passer cette fois-ci avec les flèches, c'est-à-dire moins étoile, pour accéder aux variables de la donnée, et je vais être obligé de passer l'adresse. C'est un classique pour les fonctions sur lesquelles on doit modifier les variables. Alors on va terminer avec le projet son. On a vu que dans notre fichier Wave, il y avait un header et les données. Donc ce header, qui est constitué de différents éléments, se prête complètement à la définition d'une structure de données, puisque finalement une structure, à la différence avec un tableau qui a les mêmes variables, une structure peut inclure différentes variables de différents types. Alors prenons l'exemple, dans notre header, les 4 premiers octets correspondent à la chaîne de caractères RIF. On peut donc définir une chaîne de caractères de 4 éléments. La suite, c'est un entier qui donne la taille, quasiment la taille complète de notre fichier. C'est un type 32 bits, int32t. La suite, c'est 2 chaînes de caractères, qui est wave, suivi de fmt avec un espace, donc 4 caractères. Et on va pouvoir ainsi se déplacer dans le header en définissant les différentes variables qui constituent le header. La taille, le format audio, le nombre de canaux, etc., etc. On peut même terminer par un pointeur, donc un tableau de données qui correspond aux échantillons de son. Alors on termine avec le projet créer son. On va retrouver un paquet d'éléments qu'on a vus ensemble, à savoir la programmation modulaire. Là je suis dans wave.c. Dans wave.c, on va retrouver aussi des énumérations, le dièse define, pour rappeler de la taille de l'entête du header, donc c'est 44 octets, des énumérations de la configuration du header, la fameuse structure wave qui correspond à l'architecture du header. Alors le choix qui a été fait, c'est d'utiliser une variable globale dans wave.c. Pourquoi une variable globale? Parce qu'on va dans wave-init calculer, copier et initialiser la structure de données wave avec les éléments que l'on veut, c'est-à-dire combien de canaux et le nombre de secondes que l'on veut enregistrer. Tout ce qui est fréquence et bits par seconde, c'est non configurable, hein, c'est directement inséré dans le fichier, donc c'est 8 kHz et 8 bits par seconde. C'est là qu'on pourrait modifier pour augmenter le nombre d'échantillons. On retrouve un calcul automatique de la taille du fichier qui est fait directement dans la fonction init. Cette fonction init est appelée à la création du fichier en écriture. Et lorsqu'on va sauvegarder le fichier,
on va utiliser ce fwrite qui va nous permettre d'utiliser directement la structure de données avec toutes les données qui ont déjà été initialisées, donner la taille, donc c'est-à-dire 44 octets, et on va directement écrire le header dans le fichier. Alors le main est assez simple finalement, puisque dans le main, on voit qu'on a une création de fichier, la fabrication des éléments et la sauvegarde des éléments directement dans le fichier. On voit qu'on a une variable globale, le wave create file et le wave save file suffisent pour ouvrir le fichier et écrire directement les données dans le fichier.